ma belle-mère, sous prétexte d'une panne d'électricité chez elle et de la chaleur étouffante, est venue passer quelques jours pour se rafraîchir. Qui aurait cru qu'elle finirait par rester un mois entier et qu'elle ne voudrait plus partir? Mon mari est allé discrètement chez sa mère pour découvrir ce qui se passait vraiment et là. Il a découvert une vérité horrible. Mesdames et messieurs, tout a commencé ce soir de vendredi. La chaleur à Séville était étouffante, comme si la ville était en train de rôtir. Dans notre luxueux appartement au 15e étage, je venais de finir d'arranger des lys blancs, en savourant une tasse de tisane et en caressant doucement mon ventre. J'imaginais la présence d'une petite créature qui remplirait bientôt de joie ce foyer. Mon mari Pedro était occupé dans la cuisine à préparer une soupe au poulet avec des champignons pour moi. Tout semblait si calme, satisfaisant et parfait, exactement ce qu'une femme de 32 ans désirait. Cependant, la sonnette a retenti bruyamment, brisant toute cette paix. Pedro s'est essuyé précipitamment les mains sur son tablier et a couru ouvrir la porte. Depuis le salon, j'ai senti le sourire sur mes lèvres se figer soudainement. Debout sur le seuil imposant se tenait ma belle-mère, Doña Carmen. Elle ne venait pas seule, mais traînait avec difficulté une très grande valise en tissu. C'était le type de valise que les gens utilisent pour les longs voyages. Elle semblait gonflée et sa couleur était déjà délavée. Son front était trempé de sueur. Son visage crispé et une paire d'yeux perçants qui ont rapidement parcouru tout l'appartement avant de s'arrêter sur moi. « Maman, pourquoi es-tu venue sans appeler avant pour que Pedro vienne te chercher ?» a balbutié Pedro, en essayant de prendre la lourde valise des mains de sa mère. Son expression montrait la surprise et la confusion. Doña Carmen a écarté la main de son fils et a poussé brusquement la valise, la faisant glisser sur le sol en bois. Elle a produit un son strident qui m'a fait frissonner. En s'éventant le visage avec la main, elle a halté. Sa voix aiguë et caractéristique a retenti sèchement. « Pourquoi appeler ? Pour que vous fermiez la porte et fassiez semblant de ne pas être à la maison. Toute la résidence de chez moi est restée sans électricité depuis midi. Ils disent que cela durera plusieurs jours. La chaleur est insupportable. Tout le corps se sent collant. Je viens ici me rafraîchir quelques jours. Une maison aussi grande que celle-ci, une personne de plus. » Sa phrase n'était pas terminée, mais son regard me transperçait déjà plein de défis. J'ai respiré profondément, avalé l'irritation qui m'étouffait la gorge et forcé un sourire. « Que dites-vous, belle maman ? Venez, belle maman. Entrez. Lavez-vous les mains pour vous rafraîchir. Ensuite nous dînerons. Pedro vient de finir de faire la soupe au poulet. Je suis une personne très calculée et méticuleuse. J'ai épousé Pedro quand il n'avait rien d'autre que les mains vides et un esprit de travail extraordinaire. Cet appartement est le fruit de la sueur de nous deux pendant 7 ans. En plus d'un prêt de mes parents. La famille de mon mari, surtout Doña Carmen, n'a contribué avec pas un seul centime. Lors de la célébration de la nouvelle maison, elle n'est venue qu'avec un panier de fruits déjà fanés. Tout en se moquant que l'appartement n'était qu'un nid d'oiseaux, sans terre où poser les pieds. Et que s'il y avait un incendie, il ne devrait pas s'attendre à en sortir vivant. Mais maintenant, quand elle avait besoin d'un endroit confortable, elle s'est infiltrée sans plus. Comme si c'était son territoire. Sans attendre que nous l'invitions à s'asseoir. Doña Carmen a enlevé ses sandales et a marché pieds nus sur le sol en bois. Elle a jeté un coup d'œil curieux à chaque pièce. En arrivant à la chambre d'amis, au bout du couloir, ses yeux ont brillé. C'était la chambre que j'avais préparée de tout mon cœur. Les murs étaient couverts d'un papier peint jaune pâle. Il y avait déjà un berceau en bois de teck, une petite armoire et des ours en peluche doux. Je la préparais pour accueillir notre premier enfant. Cette chambre est lumineuse, spacieuse et les fenêtres sont grandes. Ici je dors, a dit Doña Carmen avec légèreté tout en commençant à traîner sa valise au centre de la chambre. Pedro est entré en panique et a couru après elle. « Maman ? Nous préparons cette chambre pour la naissance de Laura dans quelques mois. Tous les articles du bébé sont déjà rangés. Maman ? Pourrais-tu dormir dans le bureau de Pedro ?
Je te préparerai un matelas pliant épais. La climatisation est aussi fraîche. En entendant les paroles de son fils, l'expression de Doña Carmen a changé instantanément. Son visage s'est assombri. Ses sourcils se sont froncés et elle a frappé le côté du berceau avec force. Allez. Il n'est même pas né et vous faites déjà tant d'histoires. D'où viennent les petits-enfants? Avant. Je vous mettais au monde tous les deux par terre avec une simple natte. Est-ce que quelqu'un est mort? Vous vivez bien. C'est pour ça que vous êtes si gâtés. Je suis ta mère qui t'a mis au monde. Maintenant je suis vieille. J'ai mal au corps. Est-ce que mon corps ne vaut pas plus que ce bébé qui n'est pas encore né? Pourquoi dois-je me mettre dans ton bureau étroit? Si tu veux. Jette toutes ces vieilleries. Après avoir dit cela, sans scrupule, elle a jeté toutes les couvertures et petits oreillers du berceau par terre. A repoussé d'un coup de pied le tapis blanc en peau sur le côté et avec arrogance a ouvert sa valise. Et sorti toutes sortes de vêtements sales et du baume du tigre. Elle les a éparpillés désordonnément sur le lit que je venais de faire avec des draps blancs. Immaculé. Je suis resté debout, appuyé contre la porte. Voyant comment les petits objets étaient traités comme des ordures par ma belle-mère. Ma colère grandissait jusqu'à devenir étouffante. J'étais sur le point d'ouvrir la bouche pour répliquer. Mais Pedro m'a regardé avec une supplication dans les yeux, secouant doucement la tête. Il est un fils dévoué et un bon mari. J'ai compris qu'il était piégé. D'accord, belle maman. Je laisserai Laura ranger ses affaires. Reposez-vous dans cette chambre. Ai-je répondu froidement. Je suis entré, j'ai ramassé un par un les objets dispersés. Je les ai rangés à nouveau et les ai mis dans une boîte en carton. Ma belle-mère a souri avec suffisance, pleine de victoire, tout en s'appliquant du baume du tigre sur les tempes. Son fort arôme piquant a dominé instantanément le parfum des lys dans le salon. Le premier jour de la tempête appelée belle-mère avait officiellement frappé notre appartement. Contrairement à la supposition de Pedro que sa mère resterait seulement quelques jours pour se rafraîchir, la présence de Doña Carmen dans notre maison ne montrait aucun signe de faim. Elle a commencé à établir son régime comme une reine couronnée. Et dans ce régime, bien sûr, j'étais considéré comme rien de plus qu'une servante gratuite. La frustration brûlait dans ma poitrine tous les jours, alimentée par son hypocrisie et son effronterie. Ma belle-mère a 60 ans cette année. Dire qu'elle est vieille n'est pas tout à fait vrai, car elle est encore plus en forme que moi. Ses bras sont fermes, sa peau est rose et ses yeux sont encore perçants sans besoin de lunettes. Tous les jours, vers 17h30, quand le soleil brûlant commençait à céder, elle se changeait en un cafetan de soie, mettait des baskets et descendait au jardin du hall de l'immeuble avec sa bouteille d'eau. Là, elle se mélangeait rapidement avec d'autres retraités, se promenait dans le jardin, dansait avec un éventail, faisait de la gymnastique matinale avec une flexibilité qui faisait que les femmes de 65 ou 70 ans l'admiraient. Elle riait et parlait à voix haute, se vantant devant tous que son fils était directeur. Alors qu'en réalité Pedro n'est que manager et que sa belle-fille travaille dans une grande entreprise qui l'avait amené ici pour être soignée. Et comme preuve de son dévouement, elle peignait l'image d'une belle-mère heureuse et bénie. Mais dès qu'elle franchissait la porte de notre appartement, dès que la porte en bois se fermait, Doña Carmen se transformait instantanément en une personne complètement différente. Une patiente fragile et malade. Elle s'allongeait sur mon canapé crème, étirant les pieds fraîchement utilisés pour marcher et non lavés sur mes coussins blancs. Impeccable. Laura, apporte-moi un verre de jus de citron vert. Rappelle-toi, avec de l'eau tiède. Juste un peu de citron vert pour que ça ne me fasse pas mal à l'estomac. Mais-y un peu de miel. Sa voix dominante résonnait depuis le salon, comme si j'étais programmé pour chaque jour. Quand je lui apportais la boisson avant de pouvoir la poser sur la table, elle indiquait déjà paresseusement. Au passage, apporte-moi un cure-dent et pèle une mangue pour moi. Aïe. Pourquoi j'ai si mal à la taille? J'ai mal à toutes les articulations. Sûrement parce que le
Matelas de ta chambre est trop dur. Je travaille dans une agence de communication de 8 heures du matin à 18 heures. En discutant avec toutes sortes de clients difficiles et la pression des objectifs de vente qui pèsent sur mes épaules. En rentrant à la maison avec le corps fatigué et l'estomac vide. Je dois encore aller directement à la cuisine, retrousser mes manches pour préparer le dîner. Je ne me plains jamais le moins du monde parce que je valorise beaucoup ce foyer. Cependant, le comportement excessif de Doña Carmen avait épuisé le reste de ma patience. Le comble est arrivé une nuit de fin de semaine de la 3e semaine de son séjour. Ce jour-là je suis rentré tôt à la maison. Exprès. Je me suis efforcé d'aller au marché acheter les ingrédients les plus frais. J'étais occupé à cuisiner un repas complet et spécial, une soupe de légumes frais. De la viande frite croustillante avec des oignons frits saupoudrés. Du poisson pesmol encore fumant et un plat de canquin vert frais sauté. Je suis sûr que ce repas, même pour la personne la plus exigeante, ne pourrait pas être critiqué. Nous trois nous sommes assis à table. Doña Carmen a regardé le repas du coin de l'œil, ses lèvres se sont pincées. Elle a pris des baguettes. A remué le contenu du bol de soupe de légumes et puis a lancé des paroles blessantes. Ces légumes doivent être fanés et ils sont fades. Où les as-tu achetés? Quelle idiote tu es de te laisser tromper par le vendeur. J'ai respiré profondément et répondu doucement, belle maman. Calmez-vous. Laura a choisi les légumes un par un. Les plus frais ce matin au marché. Il n'est pas possible qu'ils soient fanés. Elle n'a pas écouté et a ensuite pris un morceau de viande frite. Après seulement 2 bouchées. Elle a fait une grimace et a recraché la viande dans l'assiette sur la table. Puis elle a crié, « Aïe, mon Dieu! C'est salé. Quelle sorte de nourriture est-ce? Tu veux tuer cette vieille avec l'hypertension? Cette nourriture est comme de la pâtée pour animaux. Ah, parfois salée. Parfois insipide. Un désastre. Une belle fille comme celle-ci dans d'autres familles aurait déjà été chassée le premier jour. » Le son des assiettes et des couverts s'entrechoquant s'est fait entendre fort. L'atmosphère est devenue très tendue. Pedro, qui mangeait, a été obligé de poser ses couverts. Son visage était pâle comme la mort. Maman. Laura est déjà fatiguée d'avoir travaillé toute la journée. En rentrant à la maison. Elle cuisine encore pour nous. Si ça ne te plaît pas, je laisserai Pedro te servir un peu de bouillon de légumes. Ne parle pas si brutalement. Laura va être triste. Maintenant tu défends ta femme, hein? Doña Carmen a frappé la table avec force. Ses yeux rouges ont regardé Pedro. Je suis la mère qui t'a mis au monde et t'a élevé. Et maintenant, pour une femme. Tu es capable de me faire ça à ta propre mère? Si je dis que c'est salé. C'est salé. Je critique cette belle fille paresseuse pour qu'elle s'améliore et toi, au contraire. Tu ne l'acceptes pas. En disant cela, elle a pris le bol de sauce soja douce qui était au centre de la table et l'a versé directement sur l'assiette de poisson pesmol qui avait reposé pendant presque 2 heures. Bon, pour que le goût s'imprègne mieux, je jeûne, vous mangez bien. Elle s'est levée, a marché en tapant des pieds vers sa chambre et a claqué la porte. Je suis resté immobile sur la chaise en regardant la table en désordre. Voyant l'assiette de poisson maintenant inondée de sauce soja douce noire et épaisse. Mon cœur s'est rempli d'une colère débordante. Je n'ai versé pas une seule larme. Pour moi les larmes étaient seulement pour ceux qui les méritaient. Je me suis levé en silence. J'ai pris l'assiette de poisson ruinée et l'ai jetée directement à la poubelle devant mon mari. Je défendais mes limites. Doña Carmen les piétinait de la manière la plus brutale. Cette nuit-là l'atmosphère dans notre chambre était très dense. La lumière orange pâle de la lampe de chevet illuminait le visage fatigué et creusé de Pedro. Il était assis au bord du lit. Ses 2 mains massaient mes épaules tendues. Ses mains, rugueuses et chaudes, se sont glissées entre mes cheveux, accompagnées d'un long soupir. Chérie, je suis désolé. La voix de Pedro sonnait lourde, comme si elle était coincée dans sa gorge. Je sais que tu es fâché.
Maman est déjà âgée. Son caractère est comme ça. Étrange. Ignore-le comme si tu n'avais rien entendu. Sois patiente pour moi. Maman ne restera que quelques jours de plus ici. Ensuite je trouverai un moyen de la convaincre de rentrer chez elle. Je me suis retourné et j'ai regardé profondément dans les yeux rouges de mon mari. Je n'étais pas fâché contre lui, mais j'avais pitié. J'ai tendu la main en caressant sa joue émaciée. Ma voix était froide mais claire. Pedro, je suis patiente parce que je t'aime toi, pas parce que j'ai peur de ta mère. Mais essayons de voir ce problème directement. Ta mère n'a pas l'intention de rentrer chez elle. Et pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Parce qu'elle sait que tu avaleras toujours tous ces comportements irrationnels depuis que tu étais petit, n'est-ce pas? Mes paroles ont été comme une aiguille qui a piqué le ballon d'eau qui s'était gonflé pendant des années dans le cœur de Pedro. Ses épaules se sont affaissées dramatiquement. Il a caché son visage entre ses mains. Ses larges épaules ont tremblé doucement. Dans le silence on n'entendait que le bourdonnement de la climatisation. Pedro a commencé à se confier, révélant les côtés sombres de son enfance qu'il avait toujours essayé d'enterrer profondément. Laura. Tu sais, quand j'étais petit, parfois je pensais que j'étais adopté. Pedro a ri amèrement. Il a raconté que dans sa famille son frère avait toujours été considéré comme une pépite d'or pur, tandis que lui n'était qu'un déchet. Un enfant non désiré. Sa mère, Doña Carmen, non seulement gâtait un fils, mais traitait aussi ses deux fils de manière très injuste. À la table de son ancienne famille pauvre, s'il y avait un poulet frit, son frère recevait sûrement les deux cuisses les plus grosses. Tandis que Pedro, dans son assiette de riz, n'avait qu'un peu de bouillon clair et la partie du cou ou de l'aile pleine d'os. S'il osait prendre un morceau de viande, Doña Carmen lui frappait immédiatement le dos de la main avec une cuillère jusqu'à ce qu'il rougisse. Laisse ça pour ton frère. Il va à l'école et a besoin de nutriments pour son cerveau. Toi tu es bête. Mange seulement des légumes et des os pour que tu sois fort pour travailler comme journalier. Le traitement préférentiel a grandi avec le temps, enfonçant cruellement ses racines dans la jeunesse de Pedro. Quand son frère a obtenu son diplôme d'une université privée médiocre, Doña Carmen a vendu un morceau de terre au village pour acheter à son fils favori un grand scooter, afin qu'il puisse se vanter devant ses amis et trouver du travail plus facilement. Quand c'est arrivé à Pedro d'être accepté dans une prestigieuse université publique, sa mère ne lui a lancé que quelques pièces en disant: étudier c'est pareil. Je n'ai plus d'argent. Débrouille-toi tout seul. Pendant 4 ans d'université, Pedro a pédalé sur son vélo délabré avec les pneus usés, en travaillant à temps partiel comme professeur particulier et serveur dans un stand de soupe. De l'aube jusqu'à tard dans la nuit, en saison des pluies, portant seulement une veste fine. Ses lèvres devenaient bleues de froid. Cependant, chaque mois Doña Carmen l'appelait toujours pour le réprimander, l'obligeant à envoyer de l'argent à la maison pour aider à payer les dépenses de son frère paresseux et chômeur. Beaucoup de nuits, Pedro pédalait sous la pluie torrentielle. Ses larmes se mélangeaient à l'eau de pluie. Il se demandait à lui-même, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que sa mère le déteste autant? La voix de Pedro s'est brisée. Une rare larme a coulé sur la joue de mon fort mari. Mais Laura, mère et mère, aussi dure soit-elle, je ne peux pas cesser d'accomplir mon devoir envers elle. J'espère seulement pouvoir travailler dur, construire une maison décente, la soigner bien et peut-être qu'un jour elle me reconnaîtra et m'aimera, même une seule fois. En écoutant la confession déchirante de mon mari, mon cœur s'est serré. Je l'ai serré fort dans mes bras, lui permettant d'appuyer sa tête sur mon épaule. La colère en moi s'est transformée en un feu froid et rationnel. Doña Carmen avait utilisé toute sa vie l'amour et le désir d'affection maternelle de Pedro pour le manipuler, l'exploiter et utiliser les larmes et les fausses prétentions morales pour piétiner la dignité de
Son fils le plus dévoué. Elle considérait la bonté de Pedro comme quelque chose de gratuit. Elle considérait notre dur travail comme une mine d'or pour servir son aveugle favoritisme. Pedro, tu ne dois rien à personne. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Lui ai-je murmuré à l'oreille. Ma voix ferme et pleine de conviction. Mais le dévouement doit être placé correctement. À partir de demain je ne céderai plus à l'irrationnel. Cette famille est la nôtre et je la protégerai. Un mois s'était écoulé depuis le jour où Doña Carmen était arrivée avec sa valise. Un mois peut sembler court, mais pour moi cela ressemblait à un siècle de souffrance en enfer. L'air de notre appartement se sentait toujours dense et étouffant. Comme si quelqu'un allumait une allumette, tout exploserait. Doña Carmen n'a pas du tout mentionné rentrer chez elle. La ridicule excuse de la panne d'électricité semblait oubliée. Elle prenait calmement cet endroit comme sa résidence de retraite gratuite 5 étoiles. Le matin elle se levait tard. Puis allait et venait en m'ordonnant de lui repasser ses vêtements ou de lui préparer le petit déjeuner. L'après-midi elle s'arrangeait pour aller au parc prendre l'air. Le soir elle s'asseyait tranquillement avec les pieds sur le canapé, en regardant des telenovelas à plein volume, sans se soucier que nous ayons mal à la tête après une journée épuisante de travail. J'ai commencé à remarquer quelques bizarreries dernièrement. Doña Carmen recevait habituellement des appels cachés chaque fois que son téléphone sonnait. Elle se dépêchait de le prendre, regardait à droite et à gauche. Puis fermait la porte du balcon et murmurait. Plusieurs fois je l'ai vue sortir de la salle de bain avec les yeux gonflés. Mais dès qu'elle me voyait moi ou Pedro, elle feignait immédiatement de se plaindre de ceci et cela pour cacher son inquiétude. L'intuition d'une femme me disait que derrière l'attitude arrogante et effrontée de ma belle-mère se cachait une sale vérité. Cette nuit-là, un mardi, une forte pluie tombait sur la fenêtre en verre. Le dîner a été servi dans un silence étouffant. Le tintement des assiettes et des couverts sonnait sec. Pedro ne mangeait que tête baissée sans parler. Doña Carmen, comme d'habitude, utilisait ses baguettes pour choisir les morceaux de poulet frit, prenant ceux qui avaient le plus de viande. Et puis elle jetait les os sur la table. J'ai posé mon bol de riz. J'ai pris une serviette pour m'essuyer la bouche. Le calme en moi maintenant se sentait froid comme la glace. J'ai regardé directement le visage de ma belle-mère. Ma voix était très douce, mais chaque mot qui sortait était comme un couteau empoisonné. Belle maman? Le mois dernier vous avez dit que votre maison est restée sans électricité et qu'il faisait chaud. Donc vous êtes venu ici avec nous. Maintenant il pleut souvent. Ça doit être frais, n'est-ce pas? Belle maman? Mais Laura est curieuse. J'ai allongé intentionnellement ma voix. Mes yeux ne clignaient pas, observant sa réaction. La maison d'Antonio est juste à côté de la vôtre. À seulement quelques pas. Ils vivent dans une maison de 3 étages, très grande. Avec une bonne climatisation et beaucoup de chambres. Pourquoi ne restez-vous pas là? Belle maman? Pour être près de vos amis dans l'ancien quartier. Déménager dans cet appartement est loin. C'est solitaire. Il n'y a pas d'endroit pour vous réunir pour jouer aux cartes avec les dames de la ruelle. Où est-ce qu'Antonio et sa femme ont un problème avec vous? Mes questions sont sorties de manière concise, logique et piquante. Juste au point faible dont Doña Carmen se vantait toujours. La perfection de la famille de son fils favori. J'ai vu clairement comment la main de Doña Carmen, qui tenait les baguettes, s'est arrêtée en l'air. Ses baguettes ont tremblé et ses yeux perçants ont baissé un moment avant de s'ouvrir grand. Son visage est passé de rose à pâle, puis est devenu rouge comme si elle venait de recevoir une gifle. La surprise et la culpabilité se sont reflétées clairement sur son visage ridé. Bien qu'elle ait essayé de le cacher avec de la colère. Pedro a levé les yeux et m'a regardé avec étonnement. Il savait que je n'initiais jamais une discussion. Mais cette fois mes questions étaient très raisonnables. Si raisonnables qu'il se les était posées en secret lui-même. Il s'est tourné vers sa mère en attendant une réponse. Le silence a enveloppé la table pendant 3 secondes.
Mais dans ces 3 secondes j'ai senti l'effondrement de la forteresse de Doña Carmen. Au lieu de répondre avec logique, elle a choisi la forme la plus commune de quelqu'un acculé. Attaquer avec colère. Chat. Les baguettes dans la main de Doña Carmen ont frappé la table avec force. On rebondit dans le bol de soupe et ont éclaboussé du bouillon partout. Elle s'est levée brusquement, faisant basculer sa chaise. Sa poitrine montait et descendait, son visage était rouge et les veines de son cou ressortaient. « Toi, tu oses chasser ta mère. » Doña Carmen a crié, sa voix aiguë et cassante. Son doigt tremblant me pointant directement au visage. « Ce n'est pas effronté, ingrat. Vous parce que vous avez un peu d'argent. Vous pouvez construire ce nid d'oiseaux et ensuite mépriser votre belle-mère. Et j'ai été patiente avec toi tout ce temps. Combien de grains de riz crois-tu que j'ai mangé dans ta maison pour que tu me le reproches? Tu insinues des choses. Tu diffames Antonio pour m'humilier. N'est-ce pas? A-t-elle crié hystériquement. Des larmes de crocodile ont commencé à couler sur ses joues. Elle s'est frappée la poitrine, interprétant un drame convaincant. Mon Dieu! Pourquoi mon mari est-il parti si tôt et m'a laissé vivre humilié comme ça? Moi qui l'ai conçu. Mis au monde. Qui l'ai élevé. Et maintenant il ramène à la maison une épouse qui conspire pour me chasser dans la rue. Il vaut mieux que je meure pour que vous soyez heureux. Je suis juste restée assise les bras croisés. Mes yeux étaient froids comme la glace, sans bouger le moins du monde. Il n'y a eu ni défense, ni persuasion. J'ai seulement observé en silence le drame bon marché qui se déroulait. Sa colère excessive n'était pas du tout normale. C'était plutôt la réaction de quelqu'un qui essayait de cacher un crime. Elle craignait d'être découverte, pas celle d'une simple belle-mère offensée. Pedro est entré en panique et a tiré la main de sa mère. « Maman? Nous sommes en train de dîner. Pourquoi te fâcher comme ça? » Laura a seulement demandé normalement. Elle n'avait pas l'intention de te chasser. Tais-toi, fils peureux de sa femme. Je n'ai pas un fils comme toi. Elle a écarté la main de Pedro, puis a couru dans la chambre d'amis. A claqué la porte et l'a verrouillée. De l'intérieur on entendait encore occasionnellement les sons de pleurs, de jurons. Le dîner s'est terminé en désastre. Je me suis levé calmement, j'ai ramassé les assiettes. J'ai nettoyé le bouillon renversé sur la table. Pedro est sorti sur le balcon pour fumer. Son dos semblait si solitaire et lourd. Cette nuit-là dans la chambre. Le son de la pluie tombant a été la toile de fond de notre conversation. Ça ne te semble pas étrange? Je me suis retourné. Ma tête était appuyée sur le bras de Pedro. Maman n'est pas fâchée parce qu'elle est offensée. Mais par peur. Quand j'ai mentionné la maison d'Antonio, ses yeux ont bougé sauvagement. Ses mains ont tremblé. Clairement quelque chose s'est passé entre belle-maman et la famille. D'Antonio. Quelqu'un d'aussi arrogant et qui se vante toujours de son fils aîné. Elle déménage dans ce nid d'oiseaux qu'elle méprisait avant et reste un mois. L'excuse de la panne d'électricité est une bêtise. Pedro a éteint sa cigarette dans le cendrier en exhalant de la fumée grise. Ses sourcils se sont froncés, sa mâchoire s'est tendue. Tu veux dire que maman nous cache quelque chose de là-bas? Sûrement. Et ça a à voir avec Antonio. Ai-je insisté? Dernièrement Antonio ne t'a pas appelé. N'est-ce pas? Il n'a pas non plus demandé de nouvelles de maman. Contrairement à d'habitude. Qu'il se plaint toujours en demandant de l'argent chaque mois. Pedro. Demain essaie de demander un congé à midi. Prends la moto et va chez ta mère. Essaie de demander au voisin ce qui s'est vraiment passé là-bas. Pedro s'est tu. Silence. Mon analyse aiguë a été comme un jet d'eau froide qui l'a réveillé. Éveillant les soupçons qui jusqu'alors avaient été couverts par son dévouement. Son estomac s'est retourné. L'intuition d'un fils qui avait toujours été marginalisé lui disait que sa mère n'était pas venue. Ici seulement pour éviter la chaleur. Le lendemain matin, l'atmosphère dans notre appartement était très tendue, silencieuse. Doña Carmen restait enfermée dans sa chambre.
On n'entendait pas le traînement de sandales, ni tout, ni ordre brusque comme d'habitude. Son silence n'était pas un signe de repentir, mais une trêve temporaire de quelqu'un qui planifiait son prochain mouvement. Je me suis habillé légèrement. J'ai mis un chemisier de soie couleur crème et des talons hauts. Avant de partir au travail, je me suis tourné vers Pedro. Il était debout sur le balcon. Une cigarette entre ses doigts. Ses yeux regardaient fixement la circulation d'Anse en bas. J'ai déjà demandé la permission ce matin, a dit Pedro d'une voix grave sans se retourner. Je retournerai dans l'ancien quartier, chez maman. Pour voir ce qui s'est vraiment passé. J'espère que ce n'est rien de trop grave. Je me suis approché. Je lui ai donné une tape douce sur l'épaule en signe de soutien et je suis parti en silence. Vers 9 heures du matin, Pedro a sorti sa moto du sous-sol de l'immeuble. Il s'est mêlé au tumulte de la circulation en direction de la résidence de sa mère. C'était l'endroit où il était né et avait grandi. L'endroit où se dressait la modeste maison au toit de tuiles moussues cachée dans une ruelle étroite. Cette maison gardait des souvenirs d'une enfance pauvre, mais paisible, avant que son père ne meure. Avant que le traitement discriminatoire de sa mère ne devienne une blessure qui déchirait son âme. Quand sa moto a tourné vers la ruelle familière. Le faible arôme de friture de calmar s'est mêlé à l'odeur rance des murs de chaux écaillés en lui. Piquant le nez. Cependant, ce qui l'a accueilli n'était pas la vieille porte en bois qu'il avait l'habitude de voir. La première surprise a frappé Pedro comme un maillet. La modeste maison de sa mère n'existait plus. À sa place il y avait un chantier animé. Les vieux murs avaient été démolis. Des tas de débris de briques et de tuiles cassées s'éparpillaient dans la rue. Plusieurs ouvriers du bâtiment, torse nus et en sueur, mélangeaient du ciment. Le bruit du bétonnière était assourdissant. Pedro est resté paralysé. Avec les mains et les pieds engourdis. Sa moto a presque basculé. Il s'est frotté les yeux plusieurs fois, pensant qu'il s'était trompé de ruelle, mais non. Le vieil arbre d'amandier devant la maison était encore là. Seulement la maison qu'il connaissait comme celle de sa mère avait été rasée. Pedro est entré en panique, a baissé la béquille de sa moto et a couru entre les débris. Il a attrapé le bras d'un ouvrier qui pelletait du sable. Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que vous faites ? Qui vous a ordonné de détruire la maison de ma mère ?» L'ouvrier a sursauté et a écarté la main de Pedro avec agacement. « Monsieur. Où est Doña Carmen ? Nous avons été embauchés par le nouveau propriétaire pour démolir cette vieille maison et en construire une nouvelle. Si monsieur interrompt notre travail, j'informerai la sécurité. » À ce moment-là, un homme d'âge moyen avec un ventre et un collier d'or aussi épais qu'un doigt est sorti d'un coin du lieu. Il a craché par terre et a demandé avec arrogance, « Qui es-tu pour venir ici faire un scandale ?»« Je suis le propriétaire de ce terrain, » a continué l'homme. « Tu cherches Doña Carmen ? Elle m'a vendu cette maison il y a 2 mois. Les papiers sont déjà à mon nom légitimement. Le sceau du notaire est encore frais. Elle a reçu plus de 2 millions d'euros. Et a déménagé. Qui sait où maintenant ? Qu'est-ce que tu veux ici ? » Les oreilles de Pedro ont bourdonné. Le son de la bétonnière autour de lui s'est soudain senti lointain. Remplacé par un bourdonnement qui explosait dans son cerveau. Vendu la maison il y a 2 mois. 2 millions d'euros. Ces mots se répétaient dans sa tête comme une bande cassée. Il a titubé en arrière. Ses pieds ont marché sur une brique cassée et il est tombé assis sur un tas de sable mouillé. Sa mère avait vendu la seule maison familiale, la maison avec la photo de son père défunt. Sans lui dire un mot. Puis sa mère était venue à leur appartement en faisant semblant d'une panne d'électricité. En les obligeant lui et sa femme à la servir comme une reine. La vérité, nue et cruelle, s'est révélée devant ses yeux. Déchirant tous les masques de fausse moralité. Le sang lui a bouilli dans le cerveau. Ses 2 mains ont agrippé le sable, ses dents ont claqué. La colère a commencé à brûler chaque cellule du corps de cet homme qui jusqu'alors avait été si patient. Pedro ne se souvenait pas comment il s'était levé du tas de débris. Ses jambes se sentaient lourdes,
comme si elles étaient attachées avec du fer. Son esprit tournait dans un brouillard de trahison et de mensonges. Il a marché en trébuchant jusqu'à la fin de la ruelle. Puis il s'est assis sur une chaise en plastique dans la taverne de thé de Doña Lola. Doña Lola avait été la vendeuse de boissons dans cette ruelle depuis que Pedro était petit. Sa taverne était un centre d'information. Un endroit où aucun secret de la résidence ne pouvait passer inaperçu. En voyant Pedro avec le visage pâle et les vêtements couverts de poussière, Doña Lola lui a servi un verre de thé froid sans sucre, l'a approché et a soupiré. « Tu viens d'arriver, fils ? Pauvre de toi. Je pensais que tu savais déjà l'histoire. Il s'avère que ta mère t'a tout caché. » Pedro a levé les yeux, ses yeux rouges et pleins de désespoir. Il s'est agrippé à Doña Lola comme un noyé qui trouve une bouée. « Doña Lola. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi ma mère a vendu la maison? Pourquoi a-t-elle déménagé? Chez moi sans rien dire? En plus. Où est Antonio? Sa maison est à côté. Pourquoi ma mère n'est-elle pas allée là-bas? » Doña Lola a approché sa chaise, a baissé la voix. Mais chaque mot était aussi tranchant qu'une dague. « Mon Dieu, vraiment tu ne sais pas. Ton frère en or a tout détruit. Ah, il jouait en ligne. Investissait dans des actions frauduleuses. Qui sait quoi d'autre? Il a une dette avec les usuriers. d'1 million d'euros. Le mois dernier. Des voyous tatoués avec des machettes sont venus ici en entourant la ruelle. Ton frère s'est enfui. Qui sait où? En laissant sa femme et ta mère pour qu'il paie tout. L'usurier a menacé de lui couper la main à ton frère s'il ne payait pas. Les paroles de Doña Lola ont été comme une perceuse qui a traversé la poitrine de Pedro. Sa bouche s'est ouverte. Il avait du mal à respirer. Antonio, la fierté absolue de Doña Carmen. Qu'elle vantait toujours comme un fils intelligent et réussi. s'est avéré être un joueur en faillite. Et quoi d'autre, Doña Lola, a balbutié Pedro. Quoi d'autre? Ta mère a eu pitié de son fils favori. Elle a pleuré et crié. Elle a vendu cette maison rapidement à Don Enrique au bout de la rue pour plus de 2 millions d'euros afin de payer la dette de son fils en or. Après ça elle a déménagé dans la maison de 3 étages de ton frère. Antonio, a continué Doña Lola son histoire. Mais là elle n'a duré qu'1 mois. Qui sait quel problème il y a eu? Il semble qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Soudain je l'ai vue partir avec une valise. Je suppose qu'elle irait chez toi. Où d'autres iraient-elles? En entendant cela, un frisson a parcouru le dos de Pedro. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. Maintenant. La raison pour laquelle Doña Carmen s'était mise si sèche quand Laura avait mentionné la maison d'Antonio. La raison pour laquelle sa mère s'était enfermée dans sa chambre et avait pleuré. La raison pour laquelle elle avait utilisé l'excuse de la panne d'électricité pour déménager à l'appartement. Ce n'était pas parce qu'elle manquait à son 2e fils. Ni parce qu'elle voulait voir son futur petit-enfant. Simplement parce qu'elle n'avait plus d'autre endroit où aller. Et Pedro, le fils qu'elle avait toujours piétiné et méprisé depuis petit. Une fois de plus est devenu la poubelle pour contenir toutes les conséquences de leurs actions. Dans la dernière bouée, quand elle s'était déjà enfoncée au fond de la boue. Sa mère avait vendu la maison pour plus de 2 millions d'euros. Elle ne lui avait pas donné un centime, elle ne le lui avait même pas communiqué. Mais quand elle était dans la ruine, elle lui avait effrontément exigé à Pedro qu'il la soigne. Qu'il la serve comme une reine. En utilisant l'excuse du dévouement filial pour les obliger à supporter toute son arrogance. La haine a atteint son maximum, se transformant en un sourire macabre sur les lèvres de Pedro. Il s'est levé, a sorti un billet de 20 € et l'a laissé sur la table. Il est monté sur sa moto, a allumé le moteur et est parti en flèche sous le soleil de midi. Le ciel de Séville était dégagé, sans nuages, mais dans le cœur de Pedro. Une tempête de catégorie 5 se formait. Il était temps que toutes ces dettes et mensonges soient soldés. À 12h30 j'ai reçu un message texte de Pedro. Demande la permission de sortir tôt aujourd'hui. Viens à la maison maintenant.
Il y a quelque chose que je dois terminer. Mon instinct m'a dit que le masque pourri de Donia Carmen avait été découvert. J'ai immédiatement demandé la permission à mon chef et j'ai pris un taxi directement à l'appartement. En ouvrant la porte, une scène tendue se déroulait dans le salon. Donia Carmen était assise confortablement sur le canapé avec un morceau de pastèque. Ses yeux étaient fixés sur un programme de musique à la télévision. Elle semblait si tranquille comme si la grande dispute de la veille n'avait jamais eu lieu. Devant elle, Pedro était debout. Les deux mains dans les poches du pantalon. Son visage froid avec des veines bleues saillantes aux tempes. Son regard vers sa mère ne montrait plus ni patience ni compassion. Seulement du dégoût et de la colère. En me voyant arriver, Donia Carmen m'a regardé avec dédain. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à ces deux-là? À midi ils sont déjà à la maison ensemble. Ils ont peur que leur mère mange leur fortune en secret. Pedro n'a pas fait attention à la moquerie de sa mère. Il a sorti le téléphone de sa poche. A montré une photo du chantier qui était autrefois sa maison et l'a frappé contre la table en verre. Devant Donia Carmen. Le fort son a fait sursauter sa mère. Un morceau de pastèque lui est tombé de la main. Tu veux encore mentir? La maison est restée sans électricité ou la maison s'est déjà évaporée. La voix de Pedro a retenti grave, aiguë comme un tonnerre au milieu de la pièce. Donia Carmen a baissé les yeux pour voir la photo. En un instant, son visage rougi est devenu gris. Ses lèvres ont tremblé violemment, incapables de prononcer un mot. Ses yeux perçants maintenant étaient très ouverts. Cherchant une issue. Elle s'est rendue compte que son fils, qu'elle considérait comme bête et qu'elle contrôlait toujours, avait découvert aujourd'hui sa sale vérité. Toi, tu m'as suivi, tu as osé retourner là-bas pour enquêter sur ta propre mère. A balbutié Donia Carmen en essayant de sauver les restes de son autorité avec une bravade. Suivre, enquêter. N'utilise pas ces mots pour couvrir ta cruauté, a grogné Pedro. Il a fait un pas en avant, acculant Donia Carmen sur le canapé. Antonio a une dette de 2 millions avec les usuriers. Tu as vendu la maison pour plus de 2 millions. Pour le sauver. Puis ils t'ont chassé de sa maison et tu es venu ici nous embêter. Tu as vendu la maison avec l'hôtel de la photo de papa dedans pour ce fils en or à toi. Tu m'as déjà demandé mon opinion? Tu me considères encore comme ton fils? Après que sa couverture ait été complètement découverte, le masque de Donia Carmen s'est effondré. Consciente qu'elle ne pouvait plus le nier, elle a eu recours à sa vieille tactique. Se faire victime et pleurer. Elle s'est effondrée du canapé par terre. En frappant le sol avec les mains et en commençant à gémir d'une voix aiguë. Aïe, mon Dieu! Tu calomnies ta mère et ton frère. Il a seulement eu une petite perte en affaires. Bien sûr qu'il fallait l'aider. Le sang est plus épais que l'eau. Comment ta mère pourrait permettre que les voyous coupent la main à ton frère? C'est mon argent? Ma maison. J'ai le droit de la vendre. Maintenant je n'ai rien. Je suis seul. Je t'ai mis au monde. Je t'ai élevé. Maintenant que je suis tombé, je viens chercher refuge chez toi et tu veux m'abandonner. Fils ingrats. Sûrement tu écoutes les commérages de ta femme pour me désobéir, n'est-ce pas? Elle a pointé vers moi avec les yeux pleins de haine. J'ai croisé les bras appuyés contre le mur avec un sourire cynique. Sa logique était vraiment ridicule. Quelqu'un qui toute sa vie avait pressuré son fils cadet pour gâter son fils aîné. Et quand elle a été chassée par son fils aîné, elle s'est retournée pour exiger de son fils cadet qu'il lui montre du dévouement. Son effronterie avait atteint le niveau le plus haut. Mais je n'ai rien dit parce que je savais que ce scénario appartenait à Pedro. Sa fermeté serait le coup mortel. Les cris de Donia Carmen ont résonné dans tout l'appartement. Assourdissant et plein de manipulation. Mais cette fois les larmes de crocodile n'ont pas réussi à attendrir le cœur de Pedro. Sa patience avait atteint la limite. L'enfant qui avant pédalait sous la pluie, qui avant ne mangeait que des os, qui avant aspirait à un regard d'affection de sa mère, maintenant était mort.
Devant Doña Carmen il y avait un homme adulte et froid qui protégeait son vrai foyer. Pedro n'a pas aidé sa mère à se lever. Il la regardait avec un regard vide et terrifiant. Sa voix était basse. Chaque mot prononcé avec clarté. Ça suffit. Maman. N'utilise plus le fait de m'avoir mis au monde comme bouclier pour ton cruel favoritisme. Tu as vendu la maison pour plus de 2 millions. Tu ne m'as pas donné un centime. Je ne suis pas fâché. C'est ton argent. Tu as le droit de le donner à qui tu veux. Mais ton erreur a été que tu m'as dépouillé de mon droit à être respecté. Et puis, effrontément tu t'es retourné et tu m'as obligé à payer les conséquences de la stupidité d'Antonio. Doña Carmen est restée muette. Ses sanglots se sont noyés dans sa gorge. Pour la première fois de sa vie, elle a vu son deuxième fils se révéler avec tant de véhémence. Tu as méprisé cet appartement comme un nid d'oiseau. Tu as insulté ma femme. Tu as endommagé les affaires de ton futur petit-enfant. Tu nous considères comme des serviteurs pour déverser ta colère d'avoir été chassé de la maison d'Antonio. Pedro a continué. Chaque phrase était comme un marteau qui frappait l'estime de soi brisée de Doña Carmen. Bon. Tu veux parler de dévouement? Je parlerai de dévouement. Je ne te chasserai pas dans la rue parce qu'après tout tu m'as mis au monde. Mais à partir de ce moment, si tu vis dans ma maison, tu dois suivre les règles de ma maison. Pedro a pointé directement la table, en annonçant à voix haute son ultimatum. Premièrement, tu n'es pas la reine. Ici tu es en bonne santé. Tes mains et tes pieds sont intacts. Donc à partir de demain tu t'occupes de balayer et de laver tes vêtements. Ma femme travaille pour gagner de l'argent, pas pour te servir. Deuxièmement, à l'heure des repas. Mange ce qu'il y a strictement interdit de te plaindre ou d'être sélective. Si ça ne te plaît pas, tu peux manger dehors. Troisièmement, et le plus important, il t'est interdit d'amener qui que ce soit dans cet appartement. Si tu enfreins l'une de ces trois règles, je jetterai moi-même ta valise dans le couloir. Où tu veux aller? Vivre ou mourir? C'est ton problème. Doña Carmen est restée stupéfaite. Ses yeux se sont ouverts d'horreur. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Pedro, l'obéissant, le gentil, celui qui lui obéissait toujours, osait maintenant lui poser des conditions. Il osait la menacer de la chasser. Elle a ouvert la bouche pour maudire, pour lâcher toute sa série d'insultes. Mais en voyant le regard froid et tranchant de son fils, elle a avalé toutes les insultes. Elle savait que Pedro ne plaisantait pas et la dure réalité était qu'elle n'avait maintenant plus d'argent. Toutes ses économies elle les avait données à son fils aîné inutile. Il ne lui restait pas un centime. Elle n'avait pas d'autre endroit où aller que ce nid d'oiseau qu'elle avait méprisé autrefois. Elle s'est levée du sol, a arrangé ses vêtements. Son visage était sombre, elle s'est essuyé les larmes. A serré les dents et a lâché quelques paroles amères. Bien. Vous êtes très malin. Vos ailes sont déjà fortes. Je suis déjà vieille. Je ne peux rien faire. Je serai un parasite dans votre maison. Mon destin est déjà misérable. Qu'est-ce que je peux faire? Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est entrée dans sa chambre en claquant la porte. La première bataille était terminée. Le masque de la fausse moralité avait été déchiré. L'ultimatum avait été émis. Mais avec le caractère égoïste et rusé de Doña Carmen. Elle savait que cette trêve n'était que le début d'une série de vengeances cachées encore pires. Depuis ce jour, notre appartement est officiellement entré dans une ère de guerre froide. Superficiellement, Doña Carmen semblait respecter les règles. Elle ne criait plus. Ne maudissait plus ni n'exigeait ouvertement que je lui fasse des boissons ou que je lui pèle des fruits. Cependant, au plus profond du cœur d'une mentalité de reine, elle n'acceptait pas qu'on lui arrache son pouvoir. Quand elle ne pouvait plus attaquer de front, elle a eu recours à des tactiques de guérilla.
En utilisant divers trucs astucieux et sales dans un seul objectif, me torturer. Un matin de lundi, en ouvrant l'armoire pour me préparer pour le travail. J'ai trouvé mon coûteux chemisier de soie blanc, un cadeau d'anniversaire de mariage de Pedro. Transformé en un chiffon taché. Doña Carmen avait intentionnellement mis le chemisier de soie dans la machine à laver avec ses shorts rouges qui déteignaient. Non seulement ça, mais elle avait aussi programmé le lavage avec de l'eau chaude. Ce qui a fait que la soie rétrécisse, s'abîme et sa couleur devienne un rose pâle et ordinaire. Froissé comme un chiffon à récurer. J'ai apporté le chemisier abîmé au salon. Doña Carmen, qui était assise à nettoyer des légumes. A faim la surprise et s'est donné une tape sur la cuisse. Aïe, mon Dieu. Mes yeux sont déjà faibles. J'ai mis tes vêtements sans le vouloir. J'ai vu que tes vêtements étaient sales. Donc j'en ai profité et je les ai lavés. Une bonne belle fille ne se fâcherait pas avec une vieille. Avec une amnésie, n'est-ce pas? Elle a prononcé les mots « je suis désolé ». Mais un sourire de triomphe se dessinait au coin de ses lèvres. Ses yeux étaient pleins de provocation. Elle m'attendait pour que je me fâche, pour que je crie. Pour avoir une excuse pour m'accuser d'être irrespectueuse et calculatrice avec ma belle-mère. Mais elle s'est trompée. Je ne suis pas le genre de femme qui se laisse provoquer facilement par des trucs bon marché comme celui-ci. Je l'ai regardé directement dans les yeux avec un sourire très froid. J'ai marché vers la poubelle et sans hésiter. J'ai jeté le coûteux chemisier de soie dedans devant son regard stupéfait. Ce n'est pas grave. Belle maman. Ce qui est cassé on le jette et c'est tout. Se lamenter ne sert à rien. Mais à partir de maintenant vos vêtements vous les laverez vous-même et les miens aussi je les laverai moi. Vos yeux sont déjà faibles. Si vous essayez d'aider, vous pourriez abîmer les choses. Si quelqu'un de dehors le voit, on pourrait mal l'interpréter. On penserait que la belle-mère fait du mal à la belle-fille. Exprès. N'est-ce pas, belle-maman? J'ai prononcé chaque mot d'un ton léger, mais très mordant, en touchant juste le point sensible. Le visage de Doña Carmen est devenu pâle instantanément. Elle est restée sans mots, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, en ce qui concerne la cuisine, comme elle ne pouvait plus se plaindre de ma nourriture. Doña Carmen s'est chargée de la cuisine les jours où j'arrivais tard. Et le résultat a été que la table de la salle à manger est devenue un laboratoire d'essais. La viande frite était si salée comme si elle avait été plongée dans de l'eau de mer. Avec une seule bouchée, la langue se sentait engourdie. La soupe claire était si fade comme de l'eau simple. Cette nuit-là Pedro a pris un morceau de viande, a fait une grimace sur le point de protester. Immédiatement je lui ai donné un coup de pied doux sous la table, en lui faisant signe de se taire. Calmement j'ai pris mon assiette de riz. Au lieu de m'obliger à manger comme une belle fille torturée dans une telenovela, je me suis levé. J'ai pris de l'eau chaude. J'ai préparé un paquet de nouilles instantanées. Je suis revenu m'asseoir et j'ai mangé tranquillement mes nouilles chaudes. En ignorant la nourriture empoisonnée de ma belle-mère. La nourriture de belle-maman est très salée. Peut-être que la langue de belle-maman est fade. Laura mangera des nouilles pour que ce soit plus pratique. S'il vous plaît, belle-maman. Terminez le repas. Vous avez cuisiné pour que ça ne se gaspille pas, gaspiller la nourriture est un péché, ai-je dit d'un ton sarcastique. Je voulais qu'elle comprenne que si elle faisait un scandale exprès, elle devrait en assumer les conséquences elle-même. Je ne toucherai pas à sa nourriture pleine de malice et je l'obligerai à avaler sa propre œuvre. Mais les trucs sales de Doña Carmen ont continué. Le lendemain, après que j'ai fini de frotter le sol en bois jusqu'à ce qu'il brille, elle a apporté un seau plein d'eau sale de la salle de bain. Délibérément elle a trébuché légèrement sur le seuil de la porte. En renversant la moitié du contenu du seau sur tout le sol du salon, juste par où j'allais passer. Le sol est devenu glissant et trempé. Si je ne m'étais pas retiré rapidement, j'aurais glissé. Aïe, quelle main glissante à belle-maman. Elle est déjà vieille. Les mains et les pieds deviennent maladroits. Doña Carmen a faim. Sa bouche se plaignait, mais ses yeux m'observaient en attendant que je tombe.
J'ai regardé la flaque d'eau sur mon couteau-sol. Ma patience commençait à s'épuiser. J'ai sauté par-dessus la flaque, j'ai marché directement à la salle de bain. J'ai pris la serpillière et je l'ai mise dans la main de Doña Carmen. Belle-maman est déjà âgée et maladroite. Bon, ce n'est pas grave. Mais l'eau que vous avez renversée, s'il vous plaît. Nettoyez-la bien. Ce sol en bois. S'il est inondé d'eau pendant longtemps, il peut gonfler. Le coût de remplacement est d'environ 10 000 €. Si vous ne le nettoyez pas, bientôt le coût de la réparation je le déduirai directement de votre allocation mensuelle. Je suis resté debout les bras croisés. En l'observant sans ressentir la moindre compassion en voyant son visage pâle de colère. Doña Carmen a serré les dents avec agacement. A pris la serpillière et a commencé à nettoyer la flaque d'eau. Elle s'est rendue compte que ma résistance n'était pas bruyante, mais qu'elle lui serrait le cou. En l'obligeant à payer pour chacune de ses mauvaises actions. Cependant, tous ces trucs bon marché n'étaient que la pointe de l'iceberg. Pendant que Pedro et moi étions occupés à gérer le sabotage ridicule de ma belle-mère. Nous ne nous sommes pas rendus compte que derrière la porte de sa chambre, qui était toujours fermée, se tramait un plan maléfique et cupide sans précédent. Prêt à plonger notre foyer dans un vrai cauchemar. Pour les travailleurs de bureau comme nous, la fin d'année était une vraie guerre. Les projets s'accumulaient, les rapports de KPI étaient longs, volumineux. Les réunions duraient du matin jusqu'à tard dans la nuit. Tout épuisait nos dernières énergies. Pedro et moi sortions de la maison à 6 heures du matin. Quand le soleil n'était pas encore complètement levé. Et nous ne rentrions que quand la ville était déjà illuminée par les lumières. Les rues commençaient à se vider avec le corps flasque et l'esprit tendu. Nous ne désirions qu'une chose, un foyer tranquille pour nous reposer. Un espace propre pour libérer toutes les charges du travail. Mais ce simple désir s'était transformé en un luxe depuis l'arrivée de Doña Carmen. Après que l'ultimatum ait été établi, ma belle-mère, en surface, semblait plus calme. Elle ne frappait plus la table, ne criait plus ni ne critiquait ouvertement ma cuisine. En silence elle faisait les tâches ménagères. Ou du moins feignait de les faire proprement pour nous torturer avec sa négligence délibérée. Mais l'intuition d'une femme. Surtout une qui avait expérimenté suffisamment d'amertume du traitement préférentiel. Me disait que ce silence n'était pas un signe de conscience. C'était le silence terrifiant dans l'océan avant qu'arrive une grande tempête. Les personnes avec une nature égoïste, manipulatrice et cupide ne se rendent jamais si facilement. Quand elles ne peuvent pas attaquer de l'extérieur. Elles creusent des tunnels par en dessous pour saper tes fondations. Des signes étranges ont commencé à apparaître plus fréquemment et plus clairement. J'ai commencé à remarquer que Doña Carmen ne se séparait jamais de son téléphone intelligent. Si avant à la maison. Elle avait l'habitude d'allumer la télévision à plein volume pour regarder des telenovelas indiennes. Ou des programmes de musique dandus. Maintenant mon appartement était devenu suspectement silencieux. Souvent, quand j'ouvrais à peine la porte en rentrant du travail. Je la voyais cacher précipitamment son téléphone derrière son dos. Son vieux visage montrait une expression de surprise momentanée. Ses yeux perçants bougeaient comme ceux d'un voleur pris en flagrant délit. Elle me regardait nerveusement. Puis feignait de se lever et de prendre un plumeau pour nettoyer la poussière invisible de la table. Ma suspicion a grandi encore plus. J'ai commencé à prêter attention aux détails les plus petits. Tard dans la nuit, quand nous avions déjà éteint les lumières pour dormir. Ah. Parfois j'entendais des murmures depuis sa chambre. Sa voix était très basse, amortie par la porte en bois épaisse. Mais son ton aigu et son rythme rapide ne pouvaient pas être confondus. Doña Carmen fermait la porte à clé et parlait au téléphone sous la couverture. Plusieurs fois en passant devant sa chambre pour aller à la salle de bain. J'entendais vaguement des fragments de phrases horribles. Ces voyous, vends-le et dis-leur qu'ils déménagent ici, Pedro. Ces fragments de mots formaient une image sombre. En oppressant ma poitrine avec un mauvais pressentiment. Pedro a aussi remarqué le changement de sa mère. Il ne l'a pas dit, mais les rides entre ses sourcils se sont faites plus profondes. Il était fatigué. Les blessures du mensonge précédent faisaient encore mal.
en le laissant sans énergie pour interroger sa mère. Il a choisi de l'ignorer, en se tranquillisant lui-même que sa mère avait peut-être déjà rompu les liens avec la famille de son frère et appelait seulement ses vieux amis pour se plaindre. Mais il avait sous-estimé la cupidité et l'aveuglement de sa mère. J'ai décidé de ne pas attendre passivement. Un week-end, pendant que Doña Carmen se promenait dans le jardin en bas, j'ai activé la caméra de sécurité cachée dans le salon et grâce à cette caméra, quand je l'ai revue plus tard, j'ai découvert la source de cette horrible tragédie. J'ai rejoué l'enregistrement du moment où nous n'étions pas à la maison. La scène à l'écran m'a glacé le sang. À l'écran, Doña Carmen était occupée à nettoyer ou à feindre de manière sénile, comme elle avait l'habitude de faire devant nous. Dès que la porte principale s'est fermée, elle a jeté la serpillière par terre et a marché rapidement vers le canapé. Elle a sorti son téléphone, a fait un appel vidéo. Bien que la caméra n'ait pas capté l'écran de son téléphone, le système audio très sensible a enregistré toutes les incitations et les plans maléfiques qu'elle et la famille de mon beau-frère tramaient. La voix de Sofia, ma belle-sœur, a retenti forte, cynique et calculatrice de l'autre côté. Belle maman? Les collecteurs de dettes sont revenus à l'appartement avec des machettes en cherchant Antonio. 7. Appartement est petit et sale. Berthaud, le petit-fils favori de Belle-Maman, est malade avec de la fièvre. Belle-Maman? Tu dois trouver une issue. Tu es chez Pedro. Son appartement est luxueux, avec une sécurité à plusieurs couches. Ces voyous ne pourront pas monter. Belle-Maman? Ouvre-nous la porte. Nous déménagerons là pour un temps. La réponse de Doña Carmen n'a montré aucun doute, mais était pleine de défense et d'approbation. Mais Pedro est très en colère maintenant. Il vous a déjà donné un ultimatum, en interdisant que je vous amène ici. Sa femme fait aussi peur, silencieuse, mais astucieuse. Si je vous amène ici et s'il me chasse aussi. Allez, belle maman. La voix de Sofia rit avec sarcasme. Vous êtes celle qu'il a mis au monde. Comment oserait-il vous chasser? Quelle loi permet qu'un fils chasse sa propre mère dans la rue? Vous cherchez un moment où ils ne sont pas à la maison. Puis ouvrez la porte pour que nous déménagions et apportions nos affaires. Le mal est déjà fait. Ils ne pourront rien faire. S'ils rentrent à la maison et voient que la maison est déjà pleine d'eux choses, ce sera difficile de nous chasser. Vous faites seulement semblant de vous évanouir? Roulez par terre. Utilisez le truc de la mère qu'il a élevé. Les frères sont comme les mains et les pieds. Comment va-t-il avoir une grande maison et laisser son propre frère errer? Les voisins le critiqueront. Vous écoutez ce que je dis. D'abord prenez le contrôle du salon, ensuite nous penserons. Doña Carmen a hésité un moment, puis a hoché la tête. D'accord, emballez vos affaires. Attendez le prochain mardi. Ils ont tous les deux une présentation de projet. Ils ne rentreront pas de toute la journée. Ensuite je vous enverrai un message. Ce mardi matin, le ciel de Séville était gris. Des nuages sombres apportaient une bruine froide. Comme Doña Carmen l'avait entendu. Pedro et moi avions programmé la présentation du projet le plus grand de l'année. Un projet qui déterminerait le destin de notre département. La pression du travail nous a obligés à sortir très tôt, emportant une pile de documents épais. J'ai choisi un élégant tailleur de travail noir, mes cheveux ramassés en un chignon haut, en essayant de cacher la fatigue derrière un maquillage épais. Quand la porte de l'appartement s'est fermée avec un clic sec, j'ai su que là-dedans une sale farce était sur le point de commencer. Selon les enregistrements de la caméra que j'ai vus ensuite. Dès que nous sommes entrés dans l'ascenseur, Doña Carmen a sauté du lit comme si elle avait un ressort dessous. Il n'y avait plus trace du semblant d'une vieille de 60 ans avec des douleurs articulaires. Elle s'est peignée rapidement. S'est appliqué un peu de baume du tigre sur les tempes pour donner l'impression d'être maladée. Puis a pris son téléphone portable. Allô? Sofia. Ils sont déjà partis. Viens vite. Je descends vous chercher. Entrez les affaires avant qu'ils
reviennent. La voix de Doña Carmen a retenti aiguë, pleine d'une joie malicieuse. Comme une espionne qui ouvre le chemin à l'ennemi pour détruire la forteresse de son propre fils. À travers l'objectif de la caméra, la scène de l'invasion de ces parasites se voyait si vivante. Ridicule et répugnante qu'elle me donnait la nausée. La porte en chêne s'est ouverte en grand et non pas une. Mais un groupe de personnes a fait irruption dans mon élégant salon. Devant était Sofia, ma belle-sœur. Elle portait une veste épaisse d'un rose criard. Ses cheveux bouclés semblaient secs et sans éclat. Son visage était encore couvert d'un maquillage bon marché et coulant. Ses lèvres fines se courbaient en un large sourire. Ses yeux cupides ont parcouru les spacieux salons. Elle a regardé le canapé en cuir véritable. La télévision à écran incurvé et le lustre en cristal scintillant. Ma belle-sœur vit dans un nid d'oiseaux, mais ce n'est pas mal, hein? Frais. Pas comme ces appartements sales pleins de puces. Sofia a parlé à voix haute, en jetant tranquillement son sac décoloré sur la table en verre. Derrière Sofia se trouvait Antonio, le fils en or. La fierté de toute la vie de Doña Carmen. Contrairement à l'image d'entrepreneur réussi que sa mère avait l'habitude de décrire. Antonio était la figure lamentable d'un joueur en faillite. Il était maigre, avec les yeux enfoncés et cernés. Il portait un t-shirt sale qui laissait voir un tatouage décoloré sur son bras. Antonio chargeait avec difficulté un sac en toile sale qui contenait des casseroles, des poêles, en faisant un bruit assourdissant. En entrant, sans enlever ses baskets boueuses. Il a marché directement sur le tapis en peau de mouton blanc immaculé que j'avais importé d'eux. L'étranger. Finalement il y avait Berto, son fils de 9 ans. L'enfant était gros. Avec le froncement de sourcils et dans la main une glace au chocolat qui fondait. En voyant mon canapé couleur crème. Il a crié de joie en sautant dessus sans se soucier des gouttes collantes de glace au chocolat qui tachaient le coûteux canapé. Doña Carmen a claqué la porte, en lâchant un soupir de soulagement. Son visage montrait le sourire satisfait d'une mère qui venait de compléter une grande mission pour sauver sa famille. Elle a tendu les bras comme une reine qui donne la bienvenue à ses sujets au palais. Entrez, entrez, mes enfants. Faites comme si c'était votre maison. Ah. À partir de maintenant vous vivrez ici avec votre mère. Cette maison est grande. Il y a 3 chambres. Pourquoi vivre dans cet appartement sale pour que les voyous vous poursuivent? Doña Carmen s'est affairée à aider à soulever le lourd sac en toile de l'épaule d'Antonio. Elle ne s'est pas souciée des taches de boue qui salissaient le sol. Ni que Berto étalait de la glace sur le canapé. Dans ses yeux, à ce moment, le plus important était que son fils aîné soit en sécurité et vive confortablement. Que la maison de Pedro devienne une poubelle était un prix juste à payer. Mon luxueux appartement, un endroit où chaque coin était parfait. Chaque grain de poussière était nettoyé par moi. En moins de 30 minutes il s'était transformé en un marché sale. Un campement illégal avec une odeur nauséabonde. Le couple Antonio et Sofia a ouvert tranquillement notre réfrigérateur, a sorti tous les fruits, la charcuterie et les boissons froides et les a posés sur la table. Ils ont mangé avec avidité, en riant aux éclats. Comme si les vrais propriétaires de cette maison n'avaient jamais existé. L'invasion a été un succès. Les parasites avaient officiellement planté leur croc dans le cœur de notre famille. En se préparant pour l'usurpation la plus effrontée. Doña Carmen s'est affairée à aller et venir. En apportant personnellement un verre de jus d'orange pour Berto. Puis elle s'est assise à côté d'Antonio, en caressant le visage émacié de son fils favori. Tous les événements. Chaque mot de cette conversation cruelle ont été enregistrés parfaitement par la caméra de sécurité. Eh bien. Maintenant tu es tranquille. Ici la sécurité est triple. Garde 24 heures. Aucun voyou n'osera monter ici pour réclamer des dettes. A dit Doña Carmen avec fierté, comme si elle venait d'accorder une grande bénédiction. Antonio s'est adossé au canapé, a roté bruyamment. Tranquille. Oui, tranquille. Maman. Mais nous ne pouvons pas nous cacher ici pour toujours. S'ils attendent dans le hall 2.
L'immeuble? Je ne pourrai pas non plus sortir chercher de l'argent. Mais cette maison est vraiment bonne. Bois. De teck. Cuir véritable. Tous les appareils électroménagers sont chers. Pedro a eu de la chance d'avoir une femme riche. Sa vie est très confortable, très différente de la mienne. Il a faim de soupirer en regardant astucieusement sa femme. Sofia a compris immédiatement ce que son mari voulait dire. Elle a souri avec dédain. Elle a jeté les coquilles de cacahuètes par terre, s'est penchée vers Doña Carmen. Belle maman, rappelle-toi notre plan d'avant. Quand elle a déménagé ici pour la première fois. Ces 2 millions d'euros n'ont suffi qu'à couvrir une petite partie de la dette. À ce moment-là, Antonio a été escroqué dans un casino en ligne. Il a essayé de jouer à nouveau, en espérant gagner et acheter une nouvelle maison. Mais il a perdu lamentablement. Il a emprunté d'autres 4 millions aux usuriers avec intérêt sur intérêt. Jusqu'à ce que notre maison de 3 étages soit aussi saisie. Ils ont dit que la maison ne valait que 3 millions. S'il n'y avait pas un autre million à leur jeter à la figure, la vie d'Antonio ne serait pas en sécurité. Heureusement qu'à ce moment-là nous avons eu l'idée de te demander de déménager ici d'abord pour sécuriser l'endroit. Sinon, aujourd'hui nous n'aurions pas pu entrer. En entendant le chiffre d'1 million, le visage de Doña Carmen a changé instantanément. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont ouverts d'horreur. Ses mains ont agrippé le bras d'Antonio. Qu'est-ce que tu as dit? Un autre million. Tu veux tuer ta mère? Fils? D'où vais-je sortir plus d'argent pour t'aider? J'ai déjà dépensé jusqu'au dernier centime. J'ai tout donné pour toi. J'ai déménagé ici selon tes désirs pour sécuriser cet endroit si quelque chose arrivait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Doña Carmen a commencé à pleurer. Mais ses sanglots ont été coupés immédiatement par Sofia avec un fort coup sur sa cuisse. Le désespoir d'un criminel ne lui laissait pas d'espace pour ressentir de la compassion pour quiconque. Sofia a approché son visage de sa belle-mère, en murmurant d'une voix froide comme celle d'un serpent. Belle maman, quelle idiote! Tu n'as plus d'argent? Mais Pedro en a encore. Regarde cet appartement. Maintenant nous avons réussi à entrer. Un appartement de luxe au centre de la ville. 1 mètre carré vaut des centaines de milliers d'euros. Même si on le vend bon marché, sûrement il se vendra pour 7 ou 8 millions d'euros. Tu es sa mère. N'est-ce pas? Dis-lui de vendre cette maison. Utilise l'argent pour payer la dette et sauver la vie de ton frère. Sauver une vie est une grande récompense. Les frères, les propriétés ne sont qu'un prêt, on ne les emporte pas dans la tombe. Doña Carmen est restée muette en balbutiant. Mais cette maison est le résultat de l'effort des deux. Les parents de Laura ont aussi apporté du capital. Sa femme est très brave. Elle ne lâchera pas un centime. Comment pouvons-nous l'obliger à vendre la maison? Allez, qui est une belle fille? Sofia a levé le menton. Ses yeux ont brillé de malice. La maison du mari est aussi la maison de la belle-mère. Utilise le truc de la mère qui a mis au monde. Utilise l'excuse que le sang est plus épais que l'eau pour presser Pedro. Pedro, depuis petit, a été obéissant et affamé d'affection de sa mère. Si tu agis un peu en menaçant de te suicider devant lui, comment oserait-il s'opposer? En ce qui concerne sa femme, nous nous en occuperons nous. Nous ferons de cette maison un enfer en mangeant et buvant à notre aise. En faisant du bruit jour et nuit pour qu'il ne le supporte pas. Si elle n'en peut plus et demande le divorce, cette maison sera complètement à nous. Ensuite nous la vendons. Nous payons la dette et le reste nous l'utilisons pour retourner au village. Acheter des terres et vivre confortablement. Antonio, à ses côtés, a hoché la tête. C'est ça. Belle maman. Les frères doivent s'aider mutuellement. Il est le frère cadet. Il a la responsabilité
d'aider son frère aîné. Comment va-t-il vivre dans une maison luxueuse avec une belle femme pendant que son frère est sur le point d'être assassiné par des voyous? Pourra-t-il vivre tranquille? Suis seulement le conseil de ma femme. Prends cette maison, chasse cette belle fille. Ainsi tout était clair. Ils avaient déjà ce plan astucieux. Même avant que Doña Carmen n'apporte sa valise dans notre maison. Le plan pour s'emparer de cette maison avait été élaboré depuis le début. Ils étaient trop cruels ou trop maléfiques. Ils n'étaient pas humains, mais des démons sous forme humaine. Ils n'étaient pas seulement des parasites, mais une bande de vautours prêts à ronger les os de leurs propres parents. Doña Carmen, après un moment de panique, est revenue à sentir, en approuvant le cruel plan de sa chère belle-fille. À 20h, Pedro et moi sommes sortis de l'ascenseur. L'air humide du couloir de l'appartement, avec arôme d'assainisseur au citron, n'a pas pu dissiper la fatigue qui s'emparait de chaque centimètre de notre corps. Ma présentation avait été un succès. Mais le prix à payer avait été l'épuisement total de l'énergie physique et mentale. La cravate de Pedro était de travers, ses yeux rouges par manque de sommeil. J'ai enlevé mes talons. Je voulais seulement entrer immédiatement dans la salle de bain. Prendre un bain chaud et puis m'allonger sur le lit moelleux. Cependant, quand la clé n'a tourné qu'une fois et que la porte s'est ouverte légèrement, une odeur rance et pénétrante m'a frappé le nez, m'obligeant à retenir ma respiration et à reculer d'un pas. C'était un mélange nauséabond d'odeurs de durian non terminé de manger. Odeur de Zambal terasi. Odeur de sueur rance et odeur de vêtements humides non lavés pendant longtemps. Pedro a froncé les sourcils en poussant plus la porte pour l'ouvrir. La horrible scène qui nous a accueillis a été comme de l'eau bouillante versée directement sur le cerveau. Notre scintillant appartement de luxe avait disparu, remplacé par un champ de bataille dévasté et plein d'ordures. Juste devant l'entrée, des dizaines de paires de chaussures et sandales sales et boueuses étaient jetées les unes sur les autres. Elles étaient même tombées sur mes chères chaussures. Des sacs en toile, des boîtes en carton sales s'entassaient depuis le couloir jusqu'au salon. Des vêtements intérieurs féminins déchirés et des chaussettes masculines malodorantes étaient suspendus au dossier des chaises de la salle à manger et du canapé. Mais ce qui m'a fait bouillir le sang jusqu'au sommet de la tête était ce qui se passait au centre du salon. Berto, le petit-fils favori de Doña Carmen, de 9 ans, était debout sur la table en verre, en sautant comme un singe sauvage. Dans sa main il y avait un marqueur permanent noir qu'il utilisait pour gribouiller des lignes aléatoires sur le coûteux mur tapissé. Pour couronner le tout, toute la surface de mon canapé en cuir italien importé, évalué à presque 100 000 €, avait été perforée avec le marqueur jusqu'à faire des trous et dessinée avec des formes vulgaires. Sur le canapé détruit, Antonio et Sofia étaient allongés sans souci. Antonio ne portait que des shorts, en montrant son ventre pendant qu'il jouait à un jeu vidéo sur son téléphone qui émettait des sons de coups de feu. Sofia, enveloppée dans une couverture de ma chambre, mangeait tranquillement des graines de tournesol et jetait les coquilles négligemment sur le tapis blanc en peau de mouton. La télévision était allumée à plein volume, en montrant un programme de comédie bon marché. Pendant ce temps, Doña Carmen était dans la cuisine en coupant du poulet sur une planche en bois, en faisant un bruit assourdissant. Des morceaux de viande volaient sur le comptoir en granit que je polissais toutes les nuits. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a grogné Pedro. Sa voix s'est brisée d'une colère incontrôlable. Il a jeté sa mallette par terre, a fait irruption dans le salon et a balayé le récipient de graines de la table, en le faisant tomber et se répandre. Le son de la télévision s'est éteint soudainement. Berto a sursauté, a laissé tomber le marqueur et s'est mis à pleurer à grands cris, en feignant la peur pendant qu'il courait dans les bras de sa mère. Sofia s'est assise lentement, en lissant ses cheveux en désordre. Sans la moindre culpabilité ou surprise, elle a fait une grimace, en nous lançant un regard dédaigneux et provoquant. Antonio s'est aussi assis lentement, toujours avec son air arrogant. Doña Carmen a couru depuis la cuisine, en tenant encore un couteau à viande. Son visage feignait le panique, mais ses yeux montraient la dureté de quelqu'un prêt pour la bataille.
Elle s'est arrêtée devant Antonio et Sofia. A regardé Pedro et a commencé le dernier acte de sa farce de manipulation. Ma fatigue a disparu instantanément, remplacée par un calme froid. J'ai croisé les bras sur la poitrine. J'ai reculé d'un pas pour voir quelle excuse utiliseraient ces voleurs pour justifier leurs actions. Le salon se sentait glacé, plein de haine et d'indifférence. Pedro est resté immobile au centre de la pièce. Avec les yeux injectés de sang. La poitrine qui montait et descendait comme une bête blessée qui essayait de se contenir avant de se jeter sur sa proie. Ses poings fermés tremblaient pendant qu'il pointait le tas d'ordures et les visages effrontés sur le canapé. Qui vous a permis de venir ici? Qui vous a permis de salir et d'endommager ma maison? Maman? Tu as oublié ce que je t'ai dit. La voix de Pedro a retenti grave. Chaque mot est sorti d'entre ses dents pleines de colère contenue. Doña Carmen n'a pas eu peur du tout. Elle a jeté le couteau à viande par terre. S'est donné une tape sur la cuisse et a commencé à crier d'une voix stridente. C'est moi qui leur ai donné la permission. Je suis ta mère qui t'a mis au monde. Tu as pu acheter cette maison grâce aux bénédictions de nos ancêtres. Ton frère a de la malchance. Les voyous le poursuivent. Il a perdu sa maison. Les frères doivent s'aider mutuellement. Toi, le frère cadet, tu as une grande maison. Tu vis bien. Comment peux-tu supporter de voir ton propre frère souffrir dans la rue? Tu as encore de la conscience. Elle a fait un pas en avant, en pointant la poitrine de Pedro pendant qu'elle pleurait et l'accusait. J'ai déjà vendu toutes mes possessions pour l'aider. Mais ce n'était pas suffisant. Ces voyous voulaient lui couper la main. Maintenant sa famille a déménagé ici pour chercher refuge. J'ai décidé. À partir de maintenant, ton frère et ta belle-sœur et ton neveu Berthaud vivront ici. Si tu peux me soigner moi, tu dois aussi pouvoir héberger ton frère. Si tu oses les chasser, passe sur mon cadavre. Les paroles de Doña Carmen ont coulé sans problème, pleines de chantage émotionnel. Elle a utilisé la mort et le fait d'avoir mis au monde comme arme pour poignarder. Le point le plus faible de Pedro, son dévouement, a été alors que Sofia est intervenue tranquillement avec un ton faussement doux. Frère Pedro, la belle-maman a raison. Vous avez vécu longtemps en ville. Vous avez beaucoup d'argent. Donc vous oubliez la fraternité. Cette maison a 3 chambres. Vous n'avez pas encore d'enfants. Pourquoi allez-vous utiliser tout ça? Nous sommes frères. Nous restons un temps. S'il y a de la nourriture, nous mangeons ensemble. Les belles-sœurs peuvent cuisiner ensemble. La maison sera plus animée. N'est-ce pas? Pourquoi te fâches-tu comme un pyromane? Où est-ce que Laura est avare et t'incite à nous chasser? Elle a dévié intentionnellement l'attaque vers moi avec un sourire moqueur. Antonio est aussi intervenu. Allez, ne te fâche pas, frère. Si j'obtiens un grand projet, je te rembourserai ce canapé cassé 10 fois plus. Entre frères? Pourquoi allons-nous faire des calculs? Les gens riront. Leur effronterie avait atteint son maximum. Ils ont détruit la maison d'une autre personne. Ils ont planifié voler des actifs. Ils ont apporté des problèmes avec des voyous dans la maison de leur frère. Mais ils ont agi comme des victimes, en utilisant l'excuse de la fraternité pour couvrir leur dépravation. Ils ont obligé Pedro à avaler sa colère, en l'obligeant à utiliser les fruits de son travail pour payer la stupidité et la cupidité de son frère. Je me suis appuyé contre le mur, impassible devant l'attaque de Sofia. Je n'ai pas défendu mes biens ni répondu à leurs insultes. J'ai seulement regardé Pedro en silence. Je savais que c'était la bataille interne la plus dure pour lui. Si aujourd'hui il cédait, s'il se laissait emporter par les larmes de sa mère, notre famille tomberait pour toujours en enfer. J'ai attendu qu'il change. Pedro est resté pétrifié, son visage pâle, ses lèvres tremblantes et mordues jusqu'au sang. Les amers souvenirs de son enfance sont revenus l'envahir. Rit avec bouillon clair, un vieux vélo sous la pluie.
Et maintenant la seule maison qu'il avait construite de ses propres mains était piétinée par son propre sang. 3 secondes de silence sont passées, un silence étouffant. Et alors le ballon d'eau qui s'était gonflé a enfin éclaté. Même un ver se tortillera si on le piétine. Le fils opprimé pendant des décennies a enfin explosé dans la colère la plus furieuse. Pedro n'a plus rien dit. Il s'est déplacé au-delà de sa mère à la vitesse de l'éclair, en se dirigeant vers le tas d'objets sales au centre de la pièce. Sa main, avec les veines marquées, s'est étendue pour attraper le sac en toile plein de meubles qu'Antonio venait d'apporter. Avec une force extraordinaire impulsée par la colère, Pedro a soulevé le lourd sac, a tourné et l'a lancé par la porte. Crash. Pedro a à nouveau attrapé une boîte en carton pleine de vêtements et a tout renversé. Son contenu malodorant par la porte. Les vêtements sales ont volé comme des feuilles sèches. Il ne s'est pas arrêté. À l'aveugle, il a ramassé chaque paire de chaussures sales, chaque sac en plastique d'ordures et les a lancés sans pitié. Il nettoyait l'ordure répugnante qui venait d'envahir son espace vital avec une détermination brutale. L'incident a été si rapide que les criminels sont restés étourdis pendant plusieurs secondes. Sofia a été la première à réagir. Elle a crié aigu comme un porc égorgé, a écarté sa couverture et a sauté du canapé. Ja, bâtard! Comment oses-tu jeter mes affaires? Tu crois que parce que tu as de l'argent tu nous humilies ton frère et ta belle-sœur? Et, Antonio, où es-tu? Frappe-le, il veut nous chasser tous. Sofia a crié hystériquement en sautant, ses mains griffant l'air. Antonio, en voyant sa femme s'enrager, s'est aussi laissé emporter par l'émotion. Il s'est jeté, a attrapé le col de la chemise de Pedro et lui a donné un coup de poing au visage à son frère. Fils insolent, tu oses avec moi? Je suis ton frère. Tu veux mourir? Mais Antonio, un joueur qui restait éveillé toutes les nuits, avait un physique faible. Comment pourrait-il lutter contre un homme qui était furieux? Pedro n'a eu qu'à arrêter le coup avec force et le coup de poing d'Antonio a manqué. Rapidement, Pedro a attrapé le poignet d'Antonio, l'a tourné vers l'arrière et puis l'a poussé avec force. Antonio a perdu l'équilibre, est tombé, son dos a frappé le bord de la table en verre, en le faisant crier de douleur. En voyant son fils favori tomber, Doña Carmen a crié avec angoisse. Immédiatement elle a utilisé son truc le plus efficace. Se rouler par terre tout en maudissant. À l'aide. Ce fils désobéissant a frappé son frère jusqu'à lui casser un os. Il veut aussi tuer sa mère. Fils, je t'ai mis au monde pour que tu détruises ta propre famille. Il vaut mieux que je meure pour que tu sois heureux. Je me frapperai la tête contre le mur pour que tu portes la culpabilité toute ta vie. Elle a crié pendant qu'elle se traînait vers le mur, en feignant qu'elle allait se frapper la tête. Berto, en voyant les adultes se battre, a pleuré hystériquement et s'est caché sous la table. Mon appartement maintenant s'était transformé en un champ de bataille chaotique, bruyant, sale. Exactement comme un marché en désordre. Je suis resté debout, appuyé contre le mur, en observant tout avec un regard froid. Je n'avais pas l'intention d'intercéder ni d'aider Doña Carmen à se lever. Je savais que c'était une bataille que Pedro devait livrer lui-même. Cependant, quand Sofia, avec les yeux rouges, s'est retournée et s'apprêtait à m'attaquer en me voyant observer avec indifférence, j'ai enfin parlé. Ma voix n'était pas forte, mais claire, ferme et froide comme une lame. Un pas de plus, Sofia. Et j'appelle la police pour violation de domicile et agression. Cette maison est au nom de mon mari. Et moi. Vous n'êtes rien de plus qu'une bande de voleurs. Pleurer et agir ici ne vous donnera pas un centime. Il vaut mieux que vous partiez pacifiquement avant que je prenne des mesures. Mes paroles ont été comme un jet d'eau glacée sur le visage de Sofia, en l'arrêtant. Ses lèvres ont tremblé de colère, mais elle n'a pas osé avancer. La folie de cette bande dépendait uniquement de la protection de ma belle-mère. Maintenant que le pilier principal de cette famille refusait de reconnaître
Ils ont perdu le contrôle. Et le cauchemar le plus honteux pour eux venait de commencer. Pedro haletait, sa poitrine montait et descendait rapidement. Il a enlevé les objets sales qui obstruaient son chemin. Il a marché directement au téléphone fixe dans le coin de la pièce. Ses doigts tremblaient. Mais avec fermeté il a composé le numéro de la réception de sécurité de l'immeuble. Allô, sécurité. S'il vous plaît. Montez immédiatement à l'unité 1508. Il y a 3 personnes inconnues qui sont entrées sans permission. Ont endommagé la propriété et causent un scandale. Amenez plusieurs personnes. Obligez-les à sortir de l'immeuble maintenant. Pedro a donné l'ordre. Sa voix a résonné sans pitié. En entendant les mots sécurité et obligé à sortir, Doña Carmen a arrêté de se rouler. Elle a levé la tête. Ses yeux se sont ouverts d'horreur. Elle ne s'attendait pas à ce que Pedro ose aller si loin. En lui arrachant toute sa dignité en public. À son âge, le prestige était la seule chose qui lui restait. Toi, tu oses appeler la sécurité pour chasser ta propre mère? Et, fils? Je suis ta mère. Si tu fais ça, tout le monde te méprisera. Toute la famille élargie rompra les relations avec toi. Doña Carmen a crié en essayant de se lever pour arracher le téléphone. Pedro a écarté sa main. Son regard vers la femme qui lui avait donné la vie maintenant n'était que vide et dégoût. Quelle famille? Est-ce que belle-maman a encore une famille à laquelle ça importe? Ou ils te pointeront aussi comme une idiote qui a apporté des problèmes avec des usuriers dans sa vie? Belle-maman veut du prestige. Bien. Je te montrerai combien vaut ton prestige. En seulement 5 minutes on a entendu des pas pressés dans le couloir. 4 gardes de sécurité en uniforme noir avec des matraques en caoutchouc sont apparus à la porte. En même temps, à cause du grand scandale, les voisins ont commencé à ouvrir leurs portes pour regarder. Leurs regards curieux se sont posés sur l'unité 1508. Sur le tas de casseroles cassées et de sous-vêtements éparpillés. Pedro a pointé directement le couple Antonio et Sofia et Doña Carmen. Puis il a dit à voix haute à l'équipe de sécurité. Ces 3 personnes et cet enfant sont entrés illégalement dans ma maison. Je demande aux messieurs de les escorter jusqu'au hall. À partir de ce moment, s'ils reviennent entrer dans l'immeuble, je poursuivrai en justice l'administration de l'immeuble. La honte les a envahis. Le visage de Sofia est devenu pâle. Elle n'osait plus maudire. Antonio s'est recroquevillé comme un ver, en appelant son fils pour qu'il sorte de dessous la table. Seule Doña Carmen continuait à essayer de maintenir les restes de sa dignité. Je ne veux pas partir. Je suis chez mon fils. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Mais devant la fermeté de l'équipe de sécurité et les regards dédaigneux des voisins, Doña Carmen et la famille de son fils en or ont dû charger leur sac sale et se diriger vers l'ascenseur avec découragement. La porte de l'ascenseur s'est fermée, en coupant complètement la relation toxique appelée lien de sang. Quand leurs ombres ont disparu et que la foule de voisins s'est dispersée, Pedro s'est retourné et est entré dans la maison. La porte en bois s'est refermée en claquant, en enfermant tout le scandale. Il est resté debout au milieu du salon détruit, en regardant la tache d'encre sur le canapé. En regardant les éraflures sur le mur et puis, comme un arbre géant dont les racines avaient été coupées, il s'est effondré sur le sol. L'homme qui venait d'apparaître comme un tigre furieux maintenant était recroquevillé, en couvrant son visage et en sanglotant amèrement. Un pleur déchirant qui jaillissait du cœur d'un fils qui venait de couper ses propres racines. Pedro pleurait pour son enfance dépourvue d'amour. Pleurait pour ses années de sacrifices aveugles qui avaient été piétinées. Et pleurait parce qu'au sommet de sa souffrance il s'est rendu compte qu'il était orphelin. Bien que sa mère vive encore. Je me suis approché, je me suis agenouillé à ses côtés et j'ai serré ses épaules tremblantes. J'ai caressé ses cheveux en désordre, sans prononcer les paroles de consolation clichés. Je l'ai seulement serré fort, en permettant que ma chaleur soulage le froid dans son cœur. Pedro. Pleure. Passe cette nuit à pleurer. Demain nous recommençons. Extirper cette tumeur fait mal.
Mais il vaut mieux une douleur intense pour sauver une vie que de la laisser s'étendre et dévorer toute la famille. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier pour changer toutes les serrures des portes par un système de code digital et un capteur d'empreintes digitales sophistiqué. On a engagé un service de nettoyage professionnel pour désinfecter la maison de haut en bas. Les objets endommagés ont été jetés sans remords. Pedro et moi reconstruisions nos limites, en nettoyant les débris pour protéger notre vrai foyer. Mais ailleurs, le karma venait juste de commencer à tomber sur les malfaiteurs. Les saisons ont changé, le froid se sentait piquant sur la peau. Pendant que notre appartement avait récupéré le calme et la chaleur, le destin a commencé à diriger son objectif vers ceux qui venaient d'être expulsés. L'histoire de leur vie après. Je l'ai seulement entendu par hasard de la bouche de Doña Lola dans la taverne de thé et de quelques parents lointains à qui plaisait de commérer. Mais chaque détail peignait une image parfaite de la loi du karma, lente mais inexorablement. Expulsé de l'appartement luxueux sans argent et sans aucun endroit où s'appuyer. Doña Carmen et la famille de son fils aîné sont restés bloqués dans les faubourgs de la ville. Dans un quartier pauvre. Ils ont loué une chambre dans un petit appartement dont le toit était en tôle perforée. La chambre étroite de moins de 20 mètres carrés avait les murs humides et moussus avec une odeur nauséabonde provenant de l'égout ouvert qui passait devant la porte. 4 personnes qui avaient autrefois rêvé de s'emparer de propriétés millionnaires maintenant devaient vivre dans un piège à rats. Et au fond de cet abîme social, c'est là que la vraie nature de ces parasites s'est révélée d'eux. Manière si crue et sauvage. Doña Carmen, qui avant se comportait comme une reine, maintenant était une épine dans la chair. Le défouloir de la colère de sa belle-fille et de son fils, qu'elle avait sauvé en vendant toutes ses possessions. Il ne lui restait pas un centime. Antonio, le paresseux, ne faisait que s'allonger sur le matelas mousseux occupé avec son téléphone portable pendant qu'il évitait les usuriers. La charge de maintenir la famille est retombée sur Sofia. Et pour une personne astucieuse et égoïste comme Sofia, comment allait-elle permettre qu'une vieille de 60 ans mange seulement et dorme dans cet appartement sale? Chaque fois qu'ils mangeaient avec la peu de nourriture qu'ils avaient, Sofia frappait toujours les assiettes et les verres en maudissant sa belle-mère. Mange seulement un peu, inutile. Avant je pensais que tu étais très maligne en manipulant Pedro. Mais il s'avère qu'il ne t'importe pas du tout. Tes affaires ont été jetées comme des ordures. Pour avoir écouté tes incitations, nous avons été humiliés. Expulsés par la sécurité comme des chiens. Tu es déjà vieille. Tes yeux voient encore bien. Tes dents sont encore fortes. Va chercher. Cherche ta propre nourriture. N'attends pas que je te serve. Sofia a crié en renversant un bol de soupe claire par terre. L'eau a éclaboussé les pieds craquelés de Doña Carmen. Doña Carmen s'est recroquevillée dans un coin de la chambre. Ses larmes coulaient à flots, en tremblant, sans oser résister. Elle a regardé Antonio en cherchant de l'aide de son fils, à qui elle avait toujours donné les meilleures cuisses de poulet et pour qui elle avait vendu sa maison. Mais Antonio lui a seulement crié « Maman, tu fais beaucoup de bruit. Sors d'ici pour que je puisse dormir. » Ma femme a raison. Nous sommes déjà si pauvres. Maman, va chercher des bouteilles vieilles pour acheter du riz. Arrête de pleurer. Le désespoir a traversé la poitrine de Doña Carmen. Le karma est arrivé si vite, si cruellement. Avant elle méprisait le dévouement de Pedro. Avant elle m'obligeait à la servir. Maintenant elle était traitée par sa chère belle-fille comme un chien galeux. À son âge, un âge où elle devrait profiter de sa vieillesse. Doña Carmen a dû mettre un fin imperméable, porter un sac et fouiller dans les tas d'ordures. En ramassant chaque bouteille en plastique. Chaque morceau de carton sous le froid de la saison des pluies. Il y a eu des nuits où la pluie goûtait du toit en tôle avec des fuites. En mouillant l'endroit où elle dormait. Elle s'est recroquevillée sous une fine et rance couverture. En écoutant les forts ronflements de son fils et de sa belle-fille. L'image de Pedro pédalant sous la pluie.
L'image de ma nourriture qu'elle avait couverte de sauce soja. L'image de la maison propre et chaude dans l'appartement. Tout est revenu la tourmenter, en déchirant son âme. Un profond repentir la rongeait jusqu'à la dernière cellule de son corps. Elle avait échangé le seul diamant de sa vie contre une pierre. Elle avait tout détruit de ses propres mains et maintenant le prix à payer était si haut que le reste de sa vie ne suffirait pas pour le racheter. Cependant, la tragédie familiale n'était pas encore terminée. Le fond de l'abîme n'était pas encore le point le plus profond. La pauvreté a aveuglé les yeux des personnes et la cupidité et la paresse d'Antonio l'ont poussé une fois de plus dans une impasse. Incapable de supporter les difficultés. En refusant de réaliser des travaux manuels parce qu'il les considérait épuisants et constamment menacé par les usuriers. Antonio a osé suivre l'invitation de ses amis pour devenir contrebandier. Sofia avec sa aveugle cupidité non seulement ne le lui a pas interdit, mais y a aussi participé comme intermédiaire. Ils ont à nouveau emprunté de l'argent aux usuriers, en réunissant du capital pour un grand projet. La contrebande de denrées alimentaires illégales. De viscères pourris et de jouets toxiques depuis la frontière pour les vendre dans des zones industrielles et des écoles. Il rêvait qu'avec seulement 3 envois réussis, toutes les dettes seraient soldées et ils récupéreraient leur maison. Mais peu importe combien saute l'écureuil, à la fin il tombe toujours. Qui agit mal, à la fin reçoit ce qu'il mérite. Une nuit de brouillard. Un camion qui transportait 3 tonnes de viscères pourris imbibés de formaldéhyde et des dizaines de boîtes de jouets avec des substances cancérigènes, propriété du couple Antonio et Sofia. Venait juste de passer le péage quand ils ont été entourés par une équipe de la police. Du département du commerce. Ils ont été surpris en flagrant délit avec des preuves irréfutables. Le réseau de contrebande a été démantelé jusqu'à ses racines. 2 paires de menottes froides ont immobilisé les poignets d'Antonio et Sofia, en mettant fin à leur rêve de s'enrichir illégalement. La nouvelle est apparue à la télévision, dans les journaux. Les images de viscères pourris et pleines de verre ont enragé le public. L'équipe d'enquête a aussi trouvé la participation d'Antonio dans un syndicat de jeux de hasard en ligne. Péché sur péché. Le jugement s'est tenu rapidement, juste avant les vacances de Pâques. Pedro et moi n'avons pas assisté, mais d'après ce qu'ont raconté les vieux voisins. C'était l'après-midi la plus tragique dans la vie de Doña Carmen. Elle portait des vêtements en loques, elle tremblait dans un coin de la salle du tribunal, en paraissant petite et fragile comme une feuille sèche. Son petit-fils Berto, avant gros, maintenant était maigre. Il pleurait à chaudes larmes pendant qu'il s'agrippait à ses vêtements. Sur le banc des accusés, Antonio et Sofia semblaient émaciés. Leur visage était baissé, il n'y avait plus d'arrogance en eux. Le marteau du juge a frappé son son sec et ferme. Antonio a été condamné à 8 ans de prison pour contrebande de marchandises interdites et organisation de jeux de hasard. Sofia a été condamnée à 4 ans comme complice. Un total de 12 ans de prison pour le couple. Tous leurs biens ont été confisqués par l'État. Le petit-fils a été confié à sa grand-mère maternelle pour qu'elle le soigne au village. Quand le marteau a frappé, les jambes de Doña Carmen se sont affaissées sans force. Ses yeux ont regardé fixement son fils en or, le fils qu'elle avait adoré, pour qui elle avait sacrifié tout pour le protéger. Maintenant il portait un uniforme de prison à rayures blanches et noires. Menotté et escorté par la police, tout s'est effondré. Le ciel devant elle s'est assombri. Le sang lui est monté à la tête. Puis elle s'est évanouie sur le sol froid de la salle du tribunal. Inconsciente au milieu du tumulte. La pépite d'or pur qu'elle avait adorée toute sa vie s'était officiellement transformée en cendre. Toxique, en brûlant le reste de son espoir de vie. Doña Carmen a souffert d'un léger AVC. Elle est restée paralysée dans l'appartement humide et sale, seule et sans visite. Les usuriers, en apprenant qu'Antonio était allé en prison, ne sont pas non plus allés réclamer la dette à une vieille mourante. La solitude et la maladie ont rongé ce qui restait de la vie de cette femme pleine de péchés. Une nuit pluvieuse, pendant que le vent froid se glissait par les fissures de la fenêtre. Doña Carmen a réuni ses dernières forces en utilisant son téléphone portable à l'écran cassé pour appeler Pedro.
L'appel a sonné longtemps, comme sans espoir, avant qu'il soit finalement répondu. Pedro, aide-moi. Je suis en train de mourir, fils. Sa voix sonnait rauque, entrecoupée par une toux qui la tourmentait. Elle a pleuré. Des larmes de repentir tardif sont tombées sur sa natte en loques. Pedro a reçu l'appel en allumant le haut-parleur pour que je puisse aussi écouter. J'ai vu une grande lutte sur le visage de mon mari. Sa mâchoire s'est tendue, ses sourcils se sont froncés, en contenant la douleur. La moitié de son cœur voulait que sa mère reçoive le châtiment pour sa cruauté. L'autre moitié se sentait attirée par le lien de sang qu'il avait toujours valorisé. Doucement je lui ai pris la main. J'ai hoché la tête. Aussi grand que soit notre haine, nous ne pouvions pas permettre qu'un être humain, encore moins la mère qui a mis au monde mon mari, meure en pourrissant dans un appartement. C'était la dernière limite de notre moralité en tant qu'être humain. Cette même nuit, Pedro a appelé une ambulance et a emmené Doña Carmen à l'hôpital central. 2 jours après, Doña Carmen s'est réveillée dans la chambre blanche de l'hôpital. En nous voyant debout au pied du lit, elle a pleuré à chaudes larmes. Elle a essayé de se lever, en voulant descendre du lit pour s'agenouiller. Pedro, Laura. Je me suis trompé. Je suis désolé. J'ai été aveugle. J'ai été partial. J'ai tout détruit. Maintenant Antonio est en prison. Je suis seul. Belle maman? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Permettez-moi de vivre avec vous. Je balayerai. Je nettoierai la maison, je mangerai des restes. Peu importe. Je demande seulement un endroit où m'abriter le reste de ma vie. La triste supplication a retenti pathétique. Mais elle n'était plus assez forte pour ébranler notre raison. Pedro a aidé sa mère à se recoucher, en retirant sa main de la faible prise de sa mère. Son regard était tranquille, froid, sans rancune. Mais il n'y avait pas non plus la chaleur du pardon inconditionnel. Tu n'as pas à t'excuser. Le passé je l'ai déjà oublié. Je ne te hais plus. Mais la confiance et l'affection sont mortes. Tu ne peux plus vivre avec nous. Notre maison a besoin de tranquillité pour accueillir le bébé qui naîtra bientôt. Doña Carmen est restée stupéfaite, ses yeux pleins de désespoir. Pedro a continué. Chaque mot prononcé avec clarté, en établissant la limite finale de la relation mère-fils. Je continuerai à accomplir mon devoir. J'ai déjà loué une petite chambre propre près de cet hôpital pour que ce soit facile pour toi de recevoir un traitement. Chaque mois nous transférons exactement 400 € sur ton compte pour les dépenses de subsistance. Médicaments et maladies. Je paierai de temps en temps, je passerai te voir. Mais tu n'auras jamais les clés de ma maison et je ne te permettrai plus jamais de fouler cette maison. Ce fut le châtiment le plus cruel, mais aussi l'action la plus humaine qu'un fils aussi profondément blessé ait pu réaliser. Pardonner ne signifie pas permettre que d'autres continuent à nous faire du mal. Les limites avaient été tracées avec du sang, des larmes et de la fermeté. La dernière image de cette histoire est une petite chambre louée dans une ruelle étroite. Doña Carmen assise seule sur une chaise en plastique à côté de la fenêtre. En regardant les gens passer sous la bruine printanière, seule, en mâchant du riz froid. En savourant la douleur du traitement préférentiel et le prix trop haut de la cupidité. Elle est encore vivante, mais elle vit dans une chaîne perpétuelle de sa propre conscience. Pendant ce temps, ailleurs, dans un luxueux appartement illuminé par des lumières chaudes. J'appuie doucement la tête sur la poitrine de Pedro. Il caresse mon ventre qui commence à grandir en souriant satisfait. La tempête est passée et notre petite créature naîtra et grandira dans un foyer sans injustice. Seulement avec un amour sincère et la protection la plus forte. Le favoritisme dans la famille est comme un poison qui tue les liens émotionnels et sème les graines d'une tragédie inévitable. La limite du dévouement parfois ne réside pas dans la patience pour supporter, mais dans le courage de se lever et d'extirper une tumeur maligne pour protéger l'intégrité du vrai foyer.